Bonjour, je m'appelle Martine Richard. Je suis coordonnatrice de l'Association des auteurs de la Montérégie et nous fêtons cette année nos 25 ans. À cette occasion-là, je reçois aujourd'hui une dame de l'écriture québécoise qui écrit du roman historique, qui s'intéresse beaucoup aux femmes. Elle est née dans le bas du fleuve, elle a habité 33 ans à Longueuil, elle habite maintenant Verchères et j'ai nommé Pauline Guil. Bonjour. Bonjour, Pauline. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais te poser une question. Parce que je sais qu'avant d'être auteur, tu as été enseignante. Oui. Tu as enseigné au secondaire, tu as enseigné au collégial, Oui. tu as même donné quelques cours à l'université. Oui. Est-ce que je me trompe si la majeure partie de ton enseignement fut au secondaire? Oui, j'ai eu 16 ans d'enseignement au secondaire. OK. Avant d'aller aux adultes et en gérontologie secondaire. Ouais. D'accord. Ouais. Dis-moi pourquoi, Pauline, on quitte l'enseignement pour aller écrire. L'enseignement, on a un public quotidien, on a un revenu assuré, c'est stable. Et là, tu dis, moi, j'arrête, je m'en vais dans mon petit coin, je fais de la recherche, j'écris, je sais même pas ce que ça va donner comme résultat. Parce que j'avais l'ambition de rejoindre le plus de monde possible. Et je trouvais que les écoles et les cégeps me limitaient. Ah. Alors, je me suis dit, si je vais faire des conférences au public, si j'écris pour faire connaître notre histoire et surtout sortir les pionnières de l'anonymat, je rejoins beaucoup plus de lecteurs. Effectivement. Il aurait fallu que j'enseigne 60 ans pour rejoindre le nombre de lecteurs que j'ai maintenant. Ah, ça, en effet. Mais c'est parce que c'était pas assuré. Donc, fondamentalement, tu n'es pas une personne insécure. Non. Tu t'es dit, ça va marcher. Quand je décide quelque chose, c'est comme si, dans mon esprit, si j'ai cette idée-là, c'est que je dois l'amener jusqu'au bout. Ah, d'accord. Ouais. Puis tu le sentais profondément, c'était le temps pour toi de quitter. Oui. Oui. Félicitations, parce que c'est quand même courageux comme geste. Ah ben oui, quitter le salaire et quitter aussi la compagnie des enseignants pour m'isoler. Heureusement que j'avais des entrevues à faire. Ça a guéri un peu mon mal de rencontre. Là. En effet. Parce que Dieu sait si, après certaines journées d'enseignement où on a été inondé d'élèves, je le dis, je révèle en même temps que j'ai déjà enseigné, parfois on a besoin de solitude. Mais quand c'est la solitude totale, c'est autre chose. Oui. C'est plus difficile d'aller chercher un public que de chercher la solitude. Oui, effectivement. Oui. Effectivement. Alors, je vais en venir à un de nos points principaux d'aujourd'hui. Donc, tu fais partie des membres fondateurs. Oui. Tu fais partie de ceux qui étaient assis autour de la fameuse table ce jour de janvier 1996 où vous avez dit, OK, on la fonde. Ça fait un bout de temps qu'on en parle, mais là, on la fonde, l'association. Pourquoi il fallait créer une association? Parce que je trouvais qu'en Montérégie, on se distinguait quand même des Montréalais. Et je voulais que notre association reflète la mentalité de la Montérégie. Qu'est-ce qu'il y avait de différent à Montréal? C'est que l'indifférence des Montréalais, on n'a pas ça à Montérégie. Okay. Puis je comprends qu'il y ait plus d'indifférence entre le voisin en face et le voisin d'à côté à Montréal qu'il peut en avoir par chez nous et par chez toi. C'est ça, mais c'est une métropole, c'est une grande ville. Oui, et moi, j'avais plus le goût, peut-être le fait que je suis née en campagne, j'avais vraiment le goût d'avoir comme de la complicité avec les gens qui habitaient la même région que moi. Oui, en effet. Et je pense qu'à l'époque, les gens étaient très enthousiastes, ils ont bien réagi. Ah, absolument. Un accueil incroyable. Oui. J'avais eu une petite prudence quand même, tu sais. Avant de laisser complètement l'enseignement, comme j'avais dit à mon conjoint, je vais le laisser à moitié. Je vais l'enseigner en temps partiel au Collège Marie-Victorin. D'accord. Et puis là, je vais voir si ça marche pour moi donner des conférences et écrire. C'est une autre histoire. Oui. Et puis, je n'ai pas été obligée d'attendre très longtemps. Ça a été... J'avais les réponses. Tu avais les réponses tout de suite. T'es rendu là. Ah oui. Tu as écrit dans le J'écris en Montérégie, qui était le bulletin, qui était l'organe. Et puis, tu écrivais des chroniques. Oui. C'était des chroniques qui parlaient de... Bien, beaucoup de révéler des aspects qui étaient peu connus de notre société, aussi des artistes, des auteurs. Oui. Tu sais, un peu
le but que je poursuis en écrivant sur les femmes, Oui. parce que je veux les sortir de l'anonymat, mais je trouvais aussi que dans notre société, on n'appréciait pas assez les artistes. En effet. Et les écrivains sont des artistes. Bien, exactement. Oui. Puis on se rappelle l'histoire d'Émile Nelligan, là, tu sais, Ah combien oui. d'années de temps ils ont dit qu'il est devenu fou parce qu'il voulait être écrivain. Ou c'est l'écriture qui l'a amené fou. Ou il y avait peut-être un problème de santé mentale Mais aussi. ça ne voulait hein. pas dire qu'on avait tous ce problème-là, Non, hein, Martine? absolument pas. Ben non. Espérons que non. hein. En C'est tout une cas- malchance qu'on ne veut pas avoir. non. Mais, bon, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Ah oui, tu disais que tu veux sortir les femmes de l'ombre. Oui. Est-ce qu'il y a une grande féministe en toi? C'est... Ah oui, quand cette question-là m'a été posée pour la première fois, au départ, j'ai été obligée de dire ben non. Mais Ah. quand j'ai repensé comme il faut, ça date depuis longtemps. Ça date depuis longtemps. Oui, oui. Il paraît que Pauline Marois aussi, au début, Ouais. dont je viens de lire la biographie, quand, Oui. Lise Payette l'a invitée à faire partie de son cabinet, elle a dit « Mais je suis même pas féministe ». Alors, comment c'était possible? Pourtant, elle l'est devenue, ça c'est oui. certain. Comment c'était possible? De ne pas l'être. Oui, parce que c'était évident que les femmes devaient toujours se tenir dans les coulisses. Et ça, moi, ça me révoltait. La fameuse modestie féminine. Exactement. Les femmes faites pour servir et non pas pour être sur la tribune. C'est ça, c'est ça. Et ça me révoltait. Oui, je comprends. Alors, j'ai pratiqué ça très jeune. Hein? Mon père il nous avait construit une petite maison dans la cour. Ah. Et les copines de l'entourage venaient à mon école. C'était mon école. D'accord. Des fois, ça se transformait en commerce. D'autres fois, ça prenait toutes les formes qu'on voulait. Alors, on se trouvait très, très chanceuse. Mais toi, ton aspect féministe, est-ce que tu as trouvé cet écho-là autour de toi? Ou si tu étais quand même, tu devais être un peu pionnière quand même? Oui, pas si évident. C'était encore comme gênant pour beaucoup de femmes de manifester. Elles me chuchotaient presque comme ça, là. Tu fais bien de le dire, toi. Ah oui. Comme si... Elles étaient conscientes, mais elles ne voulaient pas déranger. Puis je sais que c'est dérangeant. Ah oui, ce fut très dérangeant. Oui. Et je sais que les femmes qui m'ont précédée ont été accusées de tous les maux de la terre. Elles étaient responsables de tout ce qui allait mal. Oui. Parce qu'elles avaient déserté la famille. Bon, il Oui. n'y a rien qu'on n'a pas entendu, là. Les non-soumises, hein? Ah oui, c'est ça, exactement. Dis-moi, comment tu les découvres, ces femmes-là de qui tu nous parles? Parce que c'est des femmes que l'histoire a oubliées. Comment tu fais pour les déterrer? Oh my God, si tu savais. J'ai commencé par aller dans les archives, voir combien il y avait de noms de femmes qui étaient archivés aux Archives nationales. OK. C'est de là que c'est parti. Et là, j'ai vu la disparité entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. J'ai dit, on a un problème. Effectivement. Fait que, donc, après ça, à la grande bibliothèque, j'ai demandé de l'aide, on m'en a donné. On a mis des étudiantes à mon service pour faire cette recherche-là. D'accord. Puis je te dis, je ne suis pas encore rendue à la fin. Tellement il y a de femmes... Toute la liste, oui. Combien il y a de femmes qui méritent qu'on parle d'elles? Ah, quelqu'un, par exemple, qui veut écrire un roman, une biographie ou faire une maîtrise sur une femme qui a marqué l'histoire du Québec, il y a encore un vaste choix. Ah, ben oui. Tu sais, l'exemple le plus connu, c'est celui d'Irma Levasseur et l'hôpital Sainte-Justine. Oui. Ça fait pas longtemps qu'on sait que c'est elle qui a fondé l'hôpital Sainte-Justine. C'est incroyable. Puis combien d'artefacts et d'institutions comme ça qu'on a attribués à certaines personnes, manifestement aux hommes, mais qui étaient le résultat du travail des femmes. Ou il y avait peut-être une femme à côté, mais on l'ignorait, comme avec... Il ne fallait pas la nommer, non. Non, il ne fallait pas la nommer. Les femmes restaient dans la coulisse. Oui, exactement. J'en viens à Une bourgeoise d'exception, qui est ton dernier roman que tu as publié en 2019 et qui nous fait connaître Elsie Megan, qui a épousé un monsieur Redford. Rifford. Oui. Qui est devenu Elsie Rifford et qui a fondé les Grands Jardins de Métis. Bon. Elle t'a attirée, cette femme-là, manifestement, là? Ah oui. Ah oui, ah oui. Parce que sa célébrité vient d'une maladie. D'accord. À 50 ans, elle est très malade. On pense qu'elle va mourir, mais elle ne fait qu'une appendicite aiguë.
D'accord, OK. Alors, dans ce temps-là, c'était pas très bien connu. Les enfants mouraient, puis ça finissait là. Hein? Mais là, le médecin qui l'a opérée il a dit, vous ne pouvez plus aller à cheval. Puis elle aimait ça. Vous ne pouvez plus faire de la pêche, de la chasse. C'était une femme assumée, complète. Elle n'était pas que pour les rôles de femme. C'est ça. Elle s'était donné la liberté de faire ce qui l'intéressait. Et je pense qu'elle n'avait pas un instinct maternel si grand que ça. Ça ne l'empêchait pas d'aimer ses enfants. Non. Non, mais elle reconnaît. Elle reconnaissait, puis elle disait qu'ils vont être plus heureux à faire leurs études en Angleterre. Et puis elle les avait l'été, là. Elle avait eu le temps de s'ennuyer. C'est ça. Donc, elle était prête à s'en occuper. Mais elle était capable d'admettre ça, oui. Donc, suite à sa maladie, suite à son appendicite... C'est ça. Alors, le médecin, il dit, vous ne pourrez plus faire de l'équitation, de la chasse, de la pêche. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et il lui lance à la blague, bien, occupez-vous des fleurs. Ah. Et puis, au début, ça l'a choquée, mais elle a dit, c'est peut-être pas si bête. Et elle a fait venir des spécimens de partout dans le monde. Hein? Jardin Métis, il est beaucoup plus connu qu'il l'était, mais il vaut le détour. C'est ça. Parce qu'il y a tellement des plantes, des arbres qu'on ne connaissait pas ici au Canada avant. Absolument rare. Et c'est comme s'il y a peut-être un microclimat aussi, je ne sais pas, mais elle a réussi à faire pousser là des plantes qui normalement ne poussent pas dans ce coin. On est à peu près en Gaspésie, là. Ce qu'on appelle le petit métis. Oui. C'est là qu'elle était. Et c'est là qu'il y avait le microclimat. Et puis, elle fait venir des livres d'Europe et même des grains de plantes. En tout cas, elle a une ouverture extraordinaire parce que on sait, à 20 ans, elle est allée en Europe. Oui. Elle a passé 2 ou 3 ans. Là. Elle a passé 2 ans. Dans ton roman, c'est de l'âge de 17 à 19 ans. Elle a appris, parce que, bon, elle était anglophone à l'origine. Oui. Elle a appris le français et l'allemand pendant ces 2 années-là. Et par la suite, elle parlait parfaitement ces 2 langues-là. Elle était trilingue. Elle était très douée. C'était très douée, très instruite, très belle. Oui. Et elle regrettait de ne pas être un homme. Ça, tu le dis beaucoup? Bien, on se reconnaît, elle et moi. Ah oui? C'est vrai? Ah, à bien des égards, je regrette de ne pas être un homme. Ah oui? Je voudrais avoir d'abord la force physique d'un homme. L'énergie. Et oui, puis il y a bien des fois que ce qu'on dit, ce qu'on affirme est mieux reçu quand c'est dit par un homme. Ça a plus d'autorité. Oui. Oui. Ah, un jour, ça va changer. Si c'est une autre vie, là, je reviendrai en homme. En homme. Il paraît qu'elle portait une cravate. Oui. Tous les jours? Du moment qu'elle mettait le pied dehors de la maison, dans son jardin, elle avait toujours sa cravate au cou. Et ça, je trouve que c'est un symbole que les gens devraient davantage remarquer. Mais c'est à celui qui fait, ou celle qui fait visiter les jardins de le dire aussi. Oui. Parce qu'elle voulait affirmer que malgré le fait qu'elle soit une femme, elle avait les possibilités d'un homme. Ça, j'adore ça. D'accord. Oui. Comment penses-tu qu'elle réagirait aujourd'hui avec tout le courant MeToo? Elle qui a eu une nuit de noces décevante, mais elle pardonne à son mari, tout ça, puis les choses ont bien changé par la suite. Mais penses-tu qu'elle serait parmi celles qui ont la pancarte, parmi celles qui s'affirment beaucoup là, sur les réseaux sociaux? Moi, je trouve, en tout cas, dans ce que je connais d'elle, c'est pas tellement la femme à la parade. OK. Ah. Elle mène ses combats, elle les assume elle-même. Elle n'a pas besoin d'un groupe pour la supporter. D'accord. Et elle l'a fait vraiment, là aussi, parce que j'ai un beau-frère qui habitait Sainte-Flavie, pas loin de là, et qui a travaillé pour cette famille-là. Oui. Et puis, c'était... Et puis, il disait que ce qu'il trouvait d'extraordinaire, c'est qu'elle a gardé son côté féminin, mais quand c'était le temps, comme il dit, de faire secouer sa cravate, on avait suivi la bonne ligne. OK. OK. C'est qu'elle, elle voulait dire par ce geste-là qu'elle avait autant l'autorité et la crédibilité d'un homme. D'accord. Mais c'est pas une femme qui aurait descendu dans la rue pour manifester ou pour... Non. OK. Non. C'était pas l'époque non plus, il faut dire. Non, disons que c'était pas l'époque, non, ça aurait été. Puis de toute façon, elle était entourée de tellement de gens. Tu sais, il y avait plein d'employés, hein? Oui. Oui, et puis, c'est sûr. Elle allait dans les écoles distribuer aussi des cadeaux pour les enfants. Ça, je trouve que c'est un côté qui n'a pas été assez exploré parce que ça nous la rend encore plus humaine.
Profondément généreuse. Oh, mon Dieu. Profondément généreuse. Oui, oui, oui. Et même, quelque chose qui me l'a rendue sympathique aussi, c'est que elle a été intéressée à organiser des clubs pour les femmes francophones catholiques, alors qu'elle était anglophone protestante. Ouais. Donc, il y avait une ouverture chez elle, une ouverture avant la lettre. Hey, une très grande ouverture parce que elle a admis d'emblée que les Canadiennes françaises catholiques avaient le droit d'avoir les mêmes privilèges que les femmes anglaises, anglophones. Oui. Oh oui. Alors, c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est un geste de sa vie là, qui devrait être mis en lumière beaucoup plus. C'est elle, bourgeoise anglophone, qui vient aider les francophones qui ont moins de place qu'elle dans la société. C'était faire de la politique autrement avant la lettre. Ah oui, ah oui, ah oui. Dis-moi, Pauline, là maintenant, bon, ce roman-là est terminé, mais je pense que tu n'en as pas fini avec Elsie Rifford. Non. Non? Tu veux pas que j'en dise trop? Es-tu en train de travailler sur quelque chose qui nous la ferait connaître encore? De savoureux. Quelque chose de savoureux. On n'en dira pas plus? Où elle est compromise. Oh, compromise. D'accord. On n'est pas dans la... Elle est compromise, mais on n'est pas dans la compromission. Non, non, non. Ce qui était contre son caractère. Et c'est vraiment archivé de A à Z. D'accord. J'ai pu en fait mettre la main sur les archives et obtenir de son arrière-petit-fils, Alexander, la permission. Ça fait 12 ans que je l'attendais. Oui. Ah, mon Dieu. Et là, on a la permission. Tout vient Alors, à point. j'ai quand même des personnes qui m'aident, là. Oui? Oui, j'ai confié, parce que c'est tout écrit en anglais. Ah oui. Et puis, j'ai la petite fille de mon conjoint qui est très, très bonne en anglais, qui est au secondaire 3-4, je crois, et qui s'est pâmée pour ce projet-là. J'ai dit, d'accord, Margot, c'est toi qui vas tout me traduire en français, la correspondance entre Elsie et Laure Gray. Oh! Oui. Oh! D'accord. Donc, j'ai hâte de sortir ça. Aïe, Oh! aïe, aïe. Ah, mais là, j'en ai su plus, j'en ai su plus. Alors, je te remercie beaucoup, Pauline. Ça a été très intéressant comme discussion. Et puis, ben, comme pour toi, tout est venu à point à qui sait attendre, mais pour nous, il va falloir qu'on se fasse patient et qu'on attende que sorte ce mystérieux livre qui va encore nous parler d'Elsie de façon plus approfondie, plus intime. Oui. Finalement, je vous laisse sur un apéritif. Ah, mais ça promet, ça promet. On a l'eau à la bouche. Merci, Martine. Merci. J'apprécie beaucoup que tu aies organisé ces activités-là. Ah, mais c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute.